Nous sommes le 4 mai 2019, vous avez choisi RTI 1 et vous avez bien fait. Voici les titres de votre journal. Arrivé ce samedi en milieu de matinée du président de la République du Niger à Abidjan, accueilli par le président Alassane Ouattara, Mahamadou Issoufou est à Abidjan donc dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger. On en parle au tout début de cette édition. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, 464 pompiers militaires ont été promus au grade supérieur. Ils ont vu leur galon arrosé cette semaine au groupement des sapeurs-pompiers militaires en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, Ndri Kwame Julien. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. La situation des enfants en rupture sociale a fait récemment l'objet d'une réunion entre des ONG et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La rencontre avait pour objectif de traduire les propositions en un plan d'action efficace pour juguler le phénomène et protéger les enfants vulnérables en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République du Niger est à Abidjan. À sa descente d'avion ce matin, Mahamadou Issoufou a été accueilli par le président Alassane Ouattara. Le président nigérien est à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures, au cours de laquelle il aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue ivoirien. Cela dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-nigérienne. Puis, le président nigérien va rencontrer la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Nous en reparlerons ce soir dans le 20h, présenté par Marie-Laure Ngoran. Hier, à sa résidence, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République de Corée. Au centre des échanges, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Awa Touré a assisté à cette audience pour vous. L'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Le diplomate coréen est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'occasion aussi de réaffirmer la détermination de son pays à œuvrer au renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. On a discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, sur plusieurs points de cette collaboration. Tout d'abord, comment promouvoir notre investissement, y compris investissement par le secteur privé. Aussi, on a discuté notre politique intercoréenne pour dénucléarisation à travers le dialogue et la paix. Aussi, on a discuté de relations bilatérales et coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Rappelons que l'ambassadeur de la République de Corée a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara le 30 mai 2016. Juste après cette audience, le président Alassane Ouattara a présidé jeudi une réunion, hier donc jeudi, une réunion du CNS, le Conseil national de sécurité. À l'issue de la rencontre, un communiqué final a été rédigé. Il est lu ici pour vous par Sidiki Diakité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé le jeudi 2 mai 2019 une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur les points essentiels suivants. 1. La situation sécuritaire générale. 2. Les préparatifs du déploiement du bataillon pilote projetable. 3. La sécurisation des frontières. 4. La lutte contre la criminalité forestière, en particulier le trafic illicite du bois de veine. 5. La situation du traitement du dossier du riz avarié. Au titre de la situation sécuritaire générale, suite à une présentation des faits marquants par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction la baisse de l'indice général de sécurité qui se situe à 1,1 pour le mois d'avril 2019. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est consécutive aux multiples opérations de sécurisation
menée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité a également pris acte du bon déroulement des opérations de sécurisation de la fête de Pâques 2019, de la lutte contre les coupeurs de route et de la lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes. S'agissant de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes, le président de la République a donné instruction aux ministres concernés à l'effet de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la Gendarmerie nationale pour la poursuite de cette opération. Au titre du bataillon pilote projetable, le Conseil national de sécurité a été informé par le chef d'état-major général des armées de l'évolution des préparatifs du déploiement du bataillon pilote projetable sur le Mali au titre de la MINUSMA. Le président de la République s'est réjoui des avancées notables enregistrées et a donné instruction au ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères, à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du respect des délais fixés par l'Organisation des Nations Unies pour le déploiement de ce bataillon au Mali. Au titre de la sécurisation des frontières, le chef d'état-major général des armées a présenté au Conseil national de sécurité le nouveau schéma de sécurisation des frontières en vue de prévenir les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. Le président de la République a donné les instructions pour la mise à disposition des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau schéma de sécurisation. Au titre de la lutte contre la criminalité forestière, le ministre des Eaux et Forêts a fait un exposé sur la mise en place et le bilan des activités de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention, BSSI, notamment sur le trafic illicite du bois de Vène. Plusieurs saisies ont été opérées et les contrevenants ont été traduits devant les juridictions. Le président de la République s'est réjoui de ces résultats et a demandé l'accroissement des effectifs de cette unité ainsi que l'intensification des actions de la BSSI sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le Conseil national de sécurité appelle l'ensemble des opérateurs de la filière forêt-bois au respect scrupuleux de la réglementation forestière en vigueur. Au titre de la situation du traitement du dossier du riz avarié, le Conseil national de sécurité a été informé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du dossier des 18 000 tonnes de riz avarié déchargées au port autonome d'Abidjan. Les premiers résultats des enquêtes diligentées ont conduit à la prise des mesures ci-après. 1. La destruction des 18 000 tonnes de riz avarié. 2. La prise de sanctions à l'encontre des sociétés Olam International et Alimentation Tumodi, respectivement vendeurs et acheteurs de la marchandise incriminée. Le président de la République a donné instruction aux ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour la conclusion des enquêtes au plus tard le 15 mai 2019 en vue de permettre de situer les responsabilités et de prendre toutes les sanctions qui s'imposeront. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a adressé ses félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les excellents résultats obtenus et les a exhortés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le jeudi 2 mai 2019. C'était le communiqué final de la réunion du Conseil national de sécurité, communiqué lu pour vous par Sidiki Diakité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
464, c'est le chiffre du jour. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, 464 pompiers militaires viennent d'être promus au grade supérieur. Ils ont vu leur galon arrosé hier au groupement des sapeurs-pompiers militaires en présence du chef d'état-major général adjoint des armées et de notre reporter Herman Guivet. Ils sont 464 pompiers militaires pour cette année 2019 promus au grade supérieur. Et pour traduire en symbole cette promotion, l'arrosage de leur galon par le général de brigade, Kwame Ndri-Julien, chef d'état-major général des armées adjoints. Des promus félicités pour leur engagement au travail par le colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. La session au grade supérieur est, il est vrai, le fruit d'un travail personnel, mais il est aussi et surtout la volonté du chef. À tous les sapeurs-pompiers militaires, ce jour doit vous édifier et vous faire comprendre que seul le travail paye. Reconnaissance de l'ensemble des pompiers militaires, également exprimée au général de division Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées pour la promotion au grade supérieur, accordée aux 464 éléments de son personnel. En général, vous voudriez bien traduire à monsieur le général, chef d'état-major général des armées, toute notre reconnaissance et notre gratitude. Des promus qui n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté et leur profonde gratitude à la hiérarchie des forces armées de Côte d'Ivoire. Améliorez vos connaissances, soyez disponibles, ayez toujours à cœur de donner le meilleur de vous-même, de donner aux SPL toute la splendeur et toute la qualité que la population attend. Selon la tradition militaire, le galon du promu doit être arrosé par son supérieur hiérarchique afin d'engendrer d'autres promotions, une promotion qui s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire qui fixe désormais la durée de passage d'un grade à un autre à 4 ans. Pour mériter ces galons et ces honneurs, ces sapeurs-pompiers militaires affrontent chaque jour le feu. Hier encore, ils étaient mis à l'épreuve pour venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré en début de soirée à l'immeuble SMGM au Plateau. Immeuble abritant le contrôle financier et le siège de la caisse d'épargne. Selon le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, c'est difficilement que ces forces ont pu circonscrire les flammes. 11e étage de l'immeuble SMGL au Plateau, rue des Banques. Il est 16 heures. La direction du contrôle financier est en proie aux flammes. Le feu est bientôt au 12e étage. On a senti la fumée et les brûlettes sont des vides comme ça tombées sur nos bâches. Comme nous sommes au premier, et c'est là que nous sommes sortis de l'immeuble. Et de dehors, on a constaté qu'au 11e, il y avait le feu. Pas de perte en vie humaine. On note cependant d'importants dégâts. Les soldats du feu, alertés, sont arrivés à bout des flammes, non sans difficulté. Dans ce bâtiment, les colonnes sèches qui permettent de procéder à l'extinction ne fonctionnent pas. Non seulement ça, et deuxièmement, le désenfumage ne fonctionne pas. Donc l'escalier pour accéder au lieu du sinistre est enfumé. Donc on était obligé de fonctionner en mode dégradé. Nous avons établi des grosses lances par l'extérieur du bâtiment jusqu'au 10e étage et commencé un établissement du 10e pour attaquer la base du feu au 11e étage. L'origine de l'incendie est encore inconnue. L'enquête ouverte par les services de la police permettra de trouver des explications. Tout en espérant que cet autre incendie soit le dernier. Allons-y à Abobo. On va prendre part à cette séance de travail entre le maire et les transporteurs de la commune. Une rencontre pour tenter de mutualiser les forces afin de libérer les emprises. L'objectif est donc affiché, c'est rendre la circulation plus fluide à Abobo. Le témoignage d'Ahmed Traoré. Rond-point de la mairie dans la commune d'Abobo. Ces véhicules stationnés en pleine chaussée attendent les passagers. Une situation qui n'est pas du goût des usagers. Quand on garde de manière anarchique, ça amène les automobiles à circuler difficilement. C'est pas bon. Si on pouvait vraiment faire l'effort de mieux garer, ça allait nous plaire tous. Autre lieu, le carrefour Banco. L'occupation anarchique des voies est bien visible. La situation est préoccupante. Les autorités municipales décident d'agir. Une rencontre avec les acteurs du transport de la commune
pour ensemble apporter une solution au problème. Pour le transporteur, nous, on n'a pas de problème. Nous sommes en phase avec la mairie. Tout simplement, nous avons demandé la mise en place d'un comité de travail qui va définir les véhicules qu'on va les enlever en bordure de route. Il faut les recaser. Et je pense que cela a été bien compris par monsieur le premier magistrat. Le transport, secteur pourvoyeur d'emploi, l'activité très pratiquée dans la commune d'Abobo, contribue également au rayonnement économique. Pour le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, il est important d'assainir le milieu. Le transport, c'est le cœur de l'activité économique d'Abobo. Beaucoup de gens aujourd'hui nous appellent, nous félicitent que Abobo c'est transparent, Abobo c'est propre, la voie est dégagée. Mais c'est vous qui pouvez nous aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas de recolonisation. Ce que je veux, c'est vraiment offrir l'expérience d'une transformation profonde d'une cité en difficulté, avec des quartiers précaires, mais qui renaît et qui est une belle cité et où les gens aussi vivent bien, ils vivent mieux. Reportage Ahmed Traoré dans un récit de Konaté Moussa. 4000 enfants vivent dans la rue en Côte d'Ivoire. 4000 enfants exposés à toutes sortes de vices dans cet univers pitoyable. Un chiffre impressionnant. Mais parmi eux, heureusement, certains s'en sortent grâce à des ONG qui œuvrent nuit et jour pour qu'ils regagnent leur famille ou intègrent des centres d'accueil. Enfants vivant dans la rue, comment les centres d'accueil tentent de leur venir en aide? C'est un reportage vu d'ici de Franck Quadio et Sephora Ali Dazegui. Commune de Koumassi, il est 9h. Nous avons rendez-vous avec l'un des responsables du foyer Don Bosco, un centre dont la mission est de sortir de la rue les enfants et de les replacer dans leur famille d'origine. Ce matin, la mission consiste à sillonner la commune de Port-Boué. Michel, le chef d'équipe, nous amène avec lui. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est rencontrer les enfants, échanger avec eux, les écouter. Il y a aussi un autre objectif, c'est de retrouver un enfant qui était dans notre centre qui a fait une fugue. Il est 10h que nous arrivons à Port-Boué. La journée de Michel commence. Bonjour madame. Ok, on est passé ce matin vous voir. Voir si on n'a pas quelques enfants dans les parages ici, quoi. Dans ce cybercafé pourtant, les enfants y sont nombreux d'habitude. Direction l'Albatros, un quartier à proximité du marché. 2 minutes plus tard, Michel retrouve un enfant qui avait fugué depuis 1 mois. Asso, viens, viens. Ça fait un moment qu'il a quitté le foyer. Mais c'est toujours intéressant de retrouver un enfant qu'on connaît. Non loin de l'Albatros, l'équipe de Don Bosco retrouve d'autres enfants dont l'âge varie entre 14 et 22 ans. Pour ces enfants, une fiche signalétique. Il s'agit de prendre en compte leurs besoins, éventuellement établir un contact avec leurs parents. Ici, nous, on dit, on veut t'accompagner à la maison, on veut faire ta réinsertion familiale. Est-ce que tu es prêt? De jour comme de nuit, des enfants s'abandonnent à la rue. Ce jeune homme y a grandi et grâce à l'intervention du foyer Don Bosco, il a retrouvé sa famille. La rue reste pour lui un vieux souvenir. Je regrette d'avoir quitté la maison un jour sans dire à mes parents où j'étais. Ils se sont mis à pleurer, à me chercher. Je leur demande pardon de ça aussi. Place du marché de nuit. Un autre dortoir pour les enfants de la rue. Certains sont orphelins, d'autres issus de familles recomposées. À notre passage, nous n'en trouvons aucun. Les vendeuses et commerçants de ce marché nous informent qu'on peut les trouver en bordure de lagune. Tout à l'heure, les enfants viennent ici prendre leur douche. Quand ils sont là, tout de suite, ils nous reconnaissent et ils viennent vers nous. Où on les identifie et puis bon, on va vers eux, on échange avec eux. 13h, fin de mission. De retour au foyer, Michel dresse le bilan d'une journée d'activité. On peut dire que, bon, c'est pas négatif, quoi. Parce qu'on a pu rencontrer quelques enfants. C'est vrai qu'on espérait en voir un peu plus. On va faire un travail avec cet enfant qu'on vient de retrouver. Hein. On va faire beaucoup de sensibilisation pour qu'ils comprennent que bon, la place d'un enfant, c'est pas dans la rue. Au foyer Don Bosco, seuls sont admis les enfants qui ont entre 7 et 13 ans. Ils sont scolarisés et entièrement pris en charge par le foyer. 2 actions de rue sont initiées par semaine. L'une les mercredis matin et l'autre les vendredis soirs. Vendredi soir, justement, il est 20h, direction Cocody Saint-Jean. L'objectif de cette présence, ramener pour cette nuit le maximum d'enfants au foyer Don Bosco. Comme précédemment à Port-Boué, séance de recensement et sensibilisation pour briser l'attachement des enfants à la rue.
Si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas. Tu peux avoir ton âge, si tu vas aller te coucher, ils vont venir te voler. Actuellement, je suis là à regretter. Je veux bien partir à l'école, mais je vais chercher mon papa, il ne veut pas rester. La rue est un danger. Dans les marchés, à différents carrefours, des enfants visibles partout. Ils laissent entendre qu'ils n'ont pas choisi ces lieux de vie. Pour leur salut, l'existence des foyers d'accueil où il leur est donné gîte et couvert est mieux. Ils sont scolarisés. Ceux qui bénéficient de l'existence du centre Don Bosco ont retrouvé de l'espoir. Depuis que le centre du foyer de Moscou, ma vie a changé. Ils ne volent plus. Je vais à l'école sans clader, CE2. Mon rêve, c'est de grandir. Il y a devenir quelqu'un de mes puis je vais rentrer en famille, je vais aider mes parents. Grâce aux actions du foyer Don Bosco et de 6 autres du même genre dans le pays, ces enfants de la rue bénéficient d'une seconde chance dans la vie. Leur bienfaiteur, le voici, ce religieux diplômé en psychologie. D'abord, il passe à une maison qui s'appelle une maison de passage, non? De premier accueil. Là, on fait un peu d'alphabétisation et mise à niveau. Petit à petit, on les met en confiance. Sortir les enfants de la rue et les rendre à leur famille et aussi sensibiliser les parents. Une mission qui est loin d'être de tout repos quand les soutiens financiers font défaut. Et nous avons besoin de personnel surtout. Je pense que l'État peut nous donner quelque chose aussi à nous. On dit une ONG qui ouvre un centre, c'est parce qu'il a les moyens. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a les moyens. C'est parce qu'il est sensible à ces problèmes. Les foyers Don Bosco tirent de leurs actions des satisfactions modèles. Illustration Jean-Marc, alias Petit Jésus, un ancien pensionnaire du foyer Don Bosco de Koumassi. Aujourd'hui artiste-chanteur, le jeune homme s'était retrouvé dans la rue à l'âge de 12 ans. Il est parvenu à la quitter et arrive à présent à se prendre en charge. Aujourd'hui, c'est la musique qui me nourrit. Dans la maison, c'est la musique qui la paye. Tout ce que je fais, c'est la musique. Et donc, pour éviter ce phénomène-là, il faudrait que des parents soient plus responsables. C'est leur défaut qui amène les enfants à faire certaines choses. Au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le phénomène des enfants de la rue est une réalité que l'on n'occulte pas. Mais à ce jour, aucun centre d'accueil sous tutelle. Les services de ce département ministériel travaillent en synergie avec les ONG présentes sur le terrain. Quand nous référençons ces enfants-là dans ces ONG, le ministère apporte à ces ONG un soutien en vivres et non-vivres et en produits pharmaceutiques de première nécessité. En 2018, le gouvernement a pu sortir de la rue 182 enfants qu'il a placés dans des centres d'accueil. Il continue de mener des actions pour endiguer ce problème social. Et nous avons pu acquérir des promesses de terrain. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est la mise à disposition des financements pour la construction de ces centres pour faire la prise en charge de 600 enfants par centre. Selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, 4174 enfants vivant dans la rue sont identifiés. Le défi est aujourd'hui au niveau national la création de centres spécialisés dans la prise en charge des enfants et adolescents vulnérables. Une tâche pour le moment réalisée par les organisations non gouvernementales locales. Et dans ce domaine, le foyer Don Bosco fait office de pionnier. Réinsertion des enfants de la rue, la réponse des ONG, un reportage de Franck Quadio et Sephora Zegui, reportage que vous pourrez revoir sur les www.rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Et justement, la situation des enfants en rupture sociale a fait l'objet d'une réunion entre des ONG et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était fin avril à Beaunois, dans le sud Comoé. La rencontre avait pour objectif de traduire les propositions en un plan d'action efficace pour juguler le phénomène et surtout protéger les enfants vulnérables en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan de retour de Beaunois. Plusieurs recommandations ont été arrêtées à l'issue d'une étude quantitative sur les enfants en conflit avec la loi menée par des ONG en 2018 à Abidjan. Réunis à Beaunois, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des organisations non gouvernementales veulent traduire ces recommandations en un plan d'action pour sauver les enfants en rupture sociale. L'étude a montré qu'il y avait un peu plus de 4000 enfants en rupture sociale dans 3 quartiers à forte concentration d'enfants en rupture sociale. Ce qui veut dire que si dans 3 communes d'Abidjan, nous avons plus de 4000 enfants, ça voudrait dire que le phénomène est un phénomène à prendre véritablement au sérieux. Plusieurs synergies d'action ont mené différentes actions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate une accalmie. Mais il est mieux de poursuivre ces activités-là pour arriver à
endiguer véritablement le phénomène. Il s'agissait pour nous ici de soutenir, n'est-ce pas, les acteurs étatiques, de sorte à pouvoir faire, n'est-ce pas, émerger de ces recommandations-là des activités opérationnelles qui vont permettre au système de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire de pouvoir adresser de façon efficace et efficiente cette question qui, il faut le dire, a un tant soit peu gêné un peu, n'est-ce pas, les activités au niveau de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Des solutions concrètes comme le renforcement des capacités des forces de l'ordre et la sensibilisation du public cible sont prévues. On sait tous que plusieurs villes ont été touchées par ce phénomène d'enfants en rupture sociale, mais déjà nous voyons l'ampleur du phénomène et l'ampleur de ce qui attend l'État. L'État de Côte d'Ivoire s'engage à mutualiser les efforts afin d'éradiquer le phénomène des enfants en rupture sociale. Un programme national de resocialisation de 3000 enfants sera mis en œuvre cette année. Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, de l'évaluer à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Hier, 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes de Côte d'Ivoire ont organisé une grande marche de la liberté, puis se sont retrouvés au stade de la RTI pour le traditionnel discours des organisations professionnelles et du gouvernement. Vêtus de blanc, les journalistes, les étudiants en journalisme et acteurs des médias ont célébré la 26e édition, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour le président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, par ailleurs porte-parole des organisations professionnelles, de saluer la progression de la Côte d'Ivoire dans le classement mondial de la liberté de la presse. Notre pays a fait un bond qualitatif. De la 82e place l'année dernière, la Côte d'Ivoire occupe la 71e place. Elle gagne ainsi 11 points. Ce rang est sans nul doute la preuve que des efforts ont été faits. C'est pourquoi, au nom des acteurs des médias, je voudrais exprimer nos remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis ces acquis. La représentante du bureau de l'UNESCO, au nom de la secrétaire générale de l'organisation, a exhorté les journalistes à continuer d'œuvrer pour la démocratie. Nous devons agir ensemble pour protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. L'existence de médias libres, pluralistes et indépendants est une condition indispensable au bon fonctionnement des démocraties. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, a indiqué que la libéralisation des médias est une réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, IDT ne fait qu'attendre que les éditeurs amènent leur signal dans son box pour que la TNT soit reçue par tous nos différents concitoyens dans leur foyer. Panel et partage d'expériences sont les activités qui ont marqué cette journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Stéphane Loboué et Issa Chonon Yeo. Les populations de Kouempli et Gbenta de Yopougon ont reçu cette semaine la visite d'un membre du gouvernement. Il s'agit de Laurent Tchagba, une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental Eau pour tous. Le ministre de l'Hydraulique y est allé pour tenter de lancer un axe de la politique d'approvisionnement en eau potable dans toutes les communes du district d'Abidjan. On retrouve Jean-Marc Djedji et Didier Nguessan. L'approvisionnement en eau potable dans le district d'Abidjan, une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué une visite à Gbenta et Kouempli, deux quartiers défavorisés de la commune de Yopougon. Objectif de cette visite, approvisionner ces quartiers en eau potable et lancer un des axes de la politique de fourniture en eau potable à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite du ministre. Vraiment, ça nous fait plaisir parce que nous souffrons beaucoup ici. Les histoires de canalisation, l'eau nous manque beaucoup. Après une séance technique de travail avec la compagnie de distribution d'eau et l'Office national d'eau potable, ONEP, le ministre s'est imprégné des réalités des populations. Les populations que nous avons rencontrées nous ont exprimé leur désarroi, leur pénibilité, leur difficulté à avoir de l'eau potable tous les jours. Et cela, c'est des années que cela dure. Nous avons dit que nous allons prendre des dispositions pour que nous fassions des canalisations dans ces quartiers
qui n'en ont pas. 50 000 habitants de ces quartiers n'ont pas accès à l'eau potable. L'approvisionnement en eau potable de ces zones est estimé à 40 milliards de francs CFA. Depuis 2011, 450 milliards de francs CFA ont été investis pour l'approvisionnement en eau potable avec la construction des usines de Bonois 1 et 2. La fourniture en eau potable des quartiers de Yopougon s'inscrit dans le programme gouvernemental Eau pour tous prévu sur la période 2017-2020. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à le préparer. Michel Mambo, Awa Savadogo, Aurélia Drokula. Très bon samedi sur la chaîne qui rassemble.